Donc c'est parti, bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie de vous accueillir pour ce 29e webinaire qui s'inscrit en fait dans le cadre de l'accompagnement des chefs d'entreprise que nous avons intitulé Dirigeants, préparer la reprise. Aujourd'hui, j'accueille Amandine Barlet, ma collègue de la CCI, conseillère aux ressources humaines, qui va introduire ce rendez-vous, ainsi que Gilles Sabart et Christophe Gadea. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et Amandine, bonjour. Je vous rappelle que nous avons 1 heure à passer ensemble, que vos micros sont fermés, vos caméras sont éteintes. Vous pouvez communiquer avec nous uniquement en utilisant le module chat et je serai le relais des questions que je transmettrai oralement directement à nos 2 intervenants. Voilà, je l'ai dit en off, mais je le répète une nouvelle fois. Le support de présentation vous sera envoyé par email et ce webinaire est enregistré. Le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube dès demain. C'est parti, Amandine, je te laisse la main. C'est parti. Alors, depuis quelques semaines, donc vous avez certainement eu à traiter des problématiques financières, des obligations RH sur le volet réglementaire et juridique. Comment vais-je payer mes fournisseurs, mes salariés, mes charges? Comment vais-je répondre à l'obligation de prévention concernant la protection de la santé et sécurité de mes salariés? Comment m'assurer que ma responsabilité ne soit pas engagée en cas de Covid? Comment vais-je organiser la reprise progressive ou la continuité d'activité avec mes équipes? Enfin, tout un tas de questions. Et tout cela, vous l'avez fait pour, bien sûr, assurer la pérennité de vos entreprises. Mais peut-être, vous en avez oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est vos hommes. Il est important, dans le contexte actuel, d'être attentif au management de vos salariés. Alors, être attentif, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être à leur écoute, d'essayer de les comprendre. Ça veut dire de prendre en compte les situations personnelles de chacun et de co-construire une solution acceptable. Ça veut dire de laisser du temps aux managers pour réaliser un retour d'expérience avec leur équipe, et ce n'est pas une perte de temps. Ce qui a été mis en place et ce qui a fonctionné, ce qui doit être conservé, ce qui doit être amélioré, c'est de communiquer, d'expliquer les décisions prises qui ne sont pas forcément une évidence pour tout le monde, et de recueillir les avis concernant le plan de reprise ou de continuité d'activité, etc. En faisant cela, vous évitez du coup les problèmes et les conflits. Et il faut garder en tête que manager ses collaborateurs, c'est une action durable pour l'entreprise et qui la rend donc plus performante. Et du coup, si vos salariés comprennent l'utilité de leur mission dans l'entreprise, se sentent écoutés, se sentent entendus, se sentent considérés, ils auront envie de s'investir. Du coup, ils seront engagés auprès de vos clients, auprès de vos fournisseurs, auprès de vos partenaires et multiplieront les opportunités de créer de la valeur et du coup de développer les activités de l'entreprise et du coup de faire du business. A contrario, si les conflits et les tensions apparaissent, se développent et s'alimentent, l'entreprise en sera affaiblie, la rentabilité peut en être diminuée et beaucoup d'énergie sera perdue. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Voilà. Donc aujourd'hui, Gilles et Christophe sont venus pour vous sensibiliser au risque de conflit social et à l'importance des relations humaines que vous entretenez avec vos salariés. Donc Gilles, c'est à vous. Ok, merci beaucoup. Donc, je suis Gilles Sabart et puis avec Christophe, on souhaitait aborder cette question. Donc, moi, j'ai été gestionnaire de crise pendant une quinzaine d'années pour le groupe Saint-Gobain et donc avec une grosse solide formation juridique qui m'a permis d'aborder ces questions de conflit et de relations humaines dans son intimité. Voilà. Christophe, peut-être 10 secondes de… Oh, à peine 10 secondes. Donc, pour ma part, je suis Christophe Gadea. Moi, je suis psychologue social de formation et j'interviens dans l'entreprise depuis maintenant, allez, un peu plus de 20 ans sur toutes les thématiques dont on parle énormément, de risques psychosociaux. Alors, stress au travail dans les années 2000, risques psychosociaux un peu plus récemment, et puis maintenant, qualité de vie au travail. Donc, voilà, mon champ d'action, c'est l'accompagnement des entreprises, tous secteurs confondus, toute taille d'entreprise, hein, de la TPE au grand groupe sur l'ensemble de ces sujets. Et autant vous dire qu'en ce moment, les interventions se multiplient, mais ça, vous devez également vous en douter et on va être amené à longuement en parler ensemble.
Voilà, donc avec Christophe, on a connu certaines situations de blocage ou de situations contraintes et très sensibles dans l'entreprise, ou en termes d'anticipation, et donc on a considéré, et on le considère depuis très longtemps, on milite en tout cas pour ça, que tous les ce qui concerne les risques sociaux collectifs ont aussi une origine humaine et de comportement, et c'est pour ça qu'on a l'habitude de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Donc c'est bien, et c'est bien, et c'est notre mentalité aussi de dire on peut gérer les risques, mais ce qui est le plus important, c'est cette prévention. Voilà. Et donc, si vous voulez manager, et ça c'est notre conviction aussi, hein, c'est si vous voulez bien manager votre entreprise, bah, c'est aussi un petit peu en termes de prévention, en anticipation des risques humains et de conflits sociaux qui vous permettent de ne pas avoir de conflit social ou pas avoir de crise. Et ça, c'est une entreprise performante. D'ailleurs, toutes les études des assureurs ou des fonds de pension, ce sont maintenant les entreprises qui savent gérer les risques, les identifier à leur juste proportion. Donc, c'est pas forcément évident. C'est à la fois une juste proportion et en plus de vraiment de voir le maximum de risques parce que on a tendance un peu à dénier ou à nier un certain nombre de risques. On peut appuyer, Christophe. Je te remercie. Voilà. Et donc, notre approche, c'est l'avantage du direct. Notre approche, elle va être en 4 parties. Donc, il y a une partie qui va être traitée par Christophe et de façon très complémentaire avec la mienne. Alors oui, bah, mais on a eu de cesse d'en parler déjà dans cette introduction. C'est la partie psychologique, alors qu'on dissocie pas de la partie humaine. Et ça, on va longuement l'évoquer en essayant aujourd'hui d'identifier bah, ce qui se joue, ce qui se joue au plan humain, ce qui se joue sur le plan psychologique. Et puis évidemment, vous allez voir que c'est connecté avec toute la partie de droite de ce schéma. C'est-à-dire que évidemment, tout ça va avoir une influence sur la partie réglementaire que je laisserai évidemment Gilles traité, et la partie sociale, même si on voit bien, vous voyez, le psychologique et le social aussi profondément connectés. C'est ce qu'on a essayé d'aborder avec vous, en vous démontrant le lien qu'il peut y avoir entre tout ça. Et aujourd'hui, si on a autant, parce que je sais que parfois pour le chef d'entreprise, c'est énorme en termes d'exigences réglementaires, en termes de contraintes, mais on va essayer de voir ensemble justement à quoi cela répond en fait. Et si on a autant cette partie réglementaire importante aujourd'hui, c'est parce que peut-être que le risque sur l'aspect humain, il est aussi relativement conséquent, et le lien évidemment avec l'efficacité et la performance, mais ça, on le dressera un petit peu plus tard. Voilà, donc on a voulu être très très opérationnel pour vous et vraiment on vous propose de l'aborder en 3 parties. Et pour nous, la règle du jeu, c'est que vous compreniez le système, que vous puissiez avoir des clés d'action pour pouvoir agir. Et notre ambition, c'est de vous montrer qu'en fait, agir dans ce domaine-là, c'est pas forcément compliqué. Par contre, ne pas agir, c'est à la fois compliqué, on va dire, et ça a des conséquences très très fortes. Donc on vous invite vraiment à agir dans ces domaines-là et de trouver les clés d'action pour être beaucoup plus efficace et performant. Donc on va avoir une première partie sur le Covid-19 parce qu'on est quand même dans une situation compliquée sur le Covid-19 avec beaucoup de manœuvres, de sujets, d'inquiétudes. Donc on voit bien que les sujets sociaux et humains seront connectés. Les points de vigilance qui nous paraissent très importants à identifier pour vous parce qu'on a tendance aussi à faire ce qu'on appelle des biais cognitifs de domaine, à regarder qu'un point et pas l'autre, regarder que le réglementaire et pas regarder l'humain, ou de dire mais non, c'est pas vrai, ça arrive pas dans mon entreprise. Et puis après quelques petites pistes d'action que vous puissiez agir, et bien sûr tout au long de notre intervention, on est là pour répondre aux questions. Il y a une partie un peu réglementaire qui est un peu complexe, mais justement notre travail, ce sera de le simplifier au maximum. Et il n'y a pas de raison parce que le droit est quand même connecté à un certain nombre de choses qu'on aurait des difficultés à le comprendre. Donc, n'est-ce pas le moment du petit sondage, Gilles, Charlène? Allez, dites-moi tout. Je lance la première question. Voilà. Allez. Alors, hop, le premier sondage. Pensez-vous que la crise Covid-19 va amplifier les problèmes sociaux et humains? On vous laisse le temps de répondre et de cliquer pour nous dire si vous n'êtes pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. Il suffit de cliquer un seul choix possible. Si jamais vous n'arrivez pas à cliquer dans le petit rond, il faut sortir ou vous mettre en mode plein écran. On ne sait jamais. Voilà, on vous laisse encore quelques secondes. J'attends que 70% des participants aient voté.
Ok. Allez, je ferme et je partage avec vous les résultats, pour que vous puissiez nous les commenter si vous le souhaitez. Ok. Super, extrêmement intéressant. Gilles, tu as un commentaire ou tu veux que j'aborde le sujet? Moi, je peux juste faire, je suis bon en mathématiques, donc 50 plus 29, donc 79%. D'accord. Bah, je Bon, t'en prie. est-ce que ça te surprend, Gilles, déjà? Je suis surpris, moi, par le fait qu'il y ait des personnes qui croient encore qu'il n'y ait pas d'amplification du problème, parce que je pense que uniquement dans ce terme de crise, il y a une amplification des problèmes à partir du moment où on a de l'irrationalité, où on ne maîtrise pas le risque et on n'a pas toutes les outils pour le maîtriser. Donc, je suis assez surpris quand même qu'il y ait des personnes qui considèrent qu'il n'y a pas d'amplification de problèmes sociaux et humains. Alors, c'est la surprise que j'avais aussi, Gilles, mais je pense que tu t'en doutes. Moi, j'aurais vraiment, alors c'est dommage qu'on soit pas en interactif, j'aurais vraiment voulu discuter avec les 7%, pas du tout d'accord, pour avoir leurs arguments, parce que, alors attention, c'est pas du jugement, hein, mais je pense qu'il aurait été intéressant de savoir voilà, ce qui permettait d'étayer le fait qu'on pense que ça va pas avoir du tout d'impact. Alors, on peut émettre plusieurs hypothèses. Peut-être qu'on considère que le contexte est déjà hyper difficile, donc finalement, ça peut pas être pire. Et je me demande si c'est pas une hypothèse qu'on peut mettre sur les 7%. Je suis pas convaincu, mais voilà, ça aurait vraiment été intéressant. 30% tout à fait d'accord, assez classique. Allez-y, Charlène, pardon. Ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être aux personnes qui ont cliqué pas du tout d'accord, n'hésitez pas à nous faire vos remarques Ouais, via le chat et puis je vous les retransmettrai. super, super. Je pense que ce sera effectivement extrêmement intéressant. Alors, juste reprendre le diaporama. Ouais, Voilà. c'est bon, il s'affiche? Oui, sauf que vous n'êtes pas en mode diaporama, il faut cliquer sur le petit icône. Si, je suis pourtant en mode diaporama. Bon, c'est bon pour Oui, je vous? vais. En tout Soyez cas, pas le ce qu'on peut dire, c'est que notre conviction, c'est que, enfin, en tout cas, c'est la mienne et tous les sujets qu'on traite actuellement, mais c'est pas, c'est dû à toutes les entreprises, à toute forme d'entreprise, c'est que le Covid a créé une amplification des problèmes humains et du social potentiel. Ce qui peut nous endormir dans cette histoire, c'est ce qu'on appelle le chômage partiel. Dans le fait, je suis pas encore venu au travail, donc j'ai pas forcément beaucoup d'activités. Je ne suis pas encore confronté à des difficultés particulières liées à ma sécurité sur un lieu de travail. Ça, c'est possible aussi. Christophe, ça marche toujours pas. Mais pourtant, je suis en plein écran, hein. C'est vraiment pas terrible. grave, avancez les slides comme ça, Christophe, c'est pas grave. C'est Ok, vrai, mais je retente. Dites-moi, vous l'avez en plein écran ou pas? ça Ah, c'est marche. bon, ouais, il fallait que je relance. Je suis vraiment désolé. Voilà. Et donc, Euh, en tout cas, voilà, notre Vas-y, Gilles, conviction, c'est qu'on excuse-moi. essaie de l'aborder pourquoi ça s'amplifie et comment ça s'est amplifié. Donc, le pourquoi. Et là, moi, en tant qu'expert de la gestion de crise, et on sait des études, la gestion de crise, c'est une vieille histoire faite par Marc Bloch dans les années 30, repris par des gens comme Lagadec actuellement, des sociologues. Donc, Oui, il y a des absolument. études très fortes qui sont sorties dessus. Et en fait, une crise, elle ne s'exprime que s'il y a un bouillon de culture. Donc, on a quand même, quand on regarde BFM TV, on voit quand même qu'on peut être dans un sentiment de panique quelquefois. Et donc, il y a un bouillon de culture lié au Covid qui est médiatique, qui est aussi donné par les parties prenantes. Et le climat est anxiogène, Christophe. C'est le moins qu'on puisse dire. Juste un exemple, parce que c'était encore, voilà, c'était encore au JT de 20 heures, il y a très peu de temps, je vais taire le nom de la chaîne, où on nous parlait d'un taux de mortalité de 30 à 40%. Je veux dire, là, on a dépassé le rationnel. Je veux dire, quand on vous parle d'un taux de mortalité de 30 à 40%, je veux dire, quelle est la population de référence? Il y a un vrai problème, puisque quand on opère aujourd'hui des calculs qui sont assez simples assez simples à réaliser, on en est quand même à du 0,6% de mortalité. Je veux dire, on est confronté aujourd'hui à un virus. Alors, je suis pas en train de minimiser son impact, mais d'essayer de revenir sur de la rationalité, où finalement le taux de mortalité il est de 0,6% en population générale. Maintenant, si je ramène ça en population saine, on est à 0,06%. Je suis pas loin de vous dire que prendre sa voiture, c'est presque plus risqué que d'aller dehors et d'être exposé au Covid. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que les chiffres qui sont parfois avancés et qui sont liés en fait à des problématiques de calcul participent de l'accélération d'un climat particulièrement anxiogène dont on va reparler tout à l'heure et qui aujourd'hui pose de très graves, j'ose le dire, de très graves difficultés psychologiques et plus globalement psychosociales.
Et à cela, on a aussi un management qui est plutôt quelquefois mécontent parce qu'il y a des petits problèmes d'exemplarité où ils comprennent pas forcément les décisions, avec une communication qui est compliquée parce que communiquer à des gens qui sont en télétravail, c'est pas forcément facile. Et puis, il y a une crise économique qui arrive, donc avec une possibilité de plans sociaux, une régulation qui est présente et heureusement qu'elle est présente sur un certain nombre de points, mais avec de l'incompréhension au niveau côté employeur quelquefois. Donc il y a un ensemble et un climat lié au Covid qui représente un bouillon de culture où il est extrêmement difficile de manager et de le faire. Certes, on peut manager sur son cheval blanc et dire vous faites ci, vous faites ça, mais ça, en tout cas, c'est ma conviction que ce style de management, il est plutôt compliqué à faire et il y a certains arrêts, notamment des juges des référés, qui démontrent que le faire comme ça et sans vérifier l'exécution pose quelques problèmes. Et ça, c'est le premier point, c'est ce bouillon de culture. Le deuxième point, c'est quel est le contexte de votre propre entreprise. C'est-à-dire que vous avez un premier point qui est le bouillon de culture, vous avez un propre contexte. Donc, vous avez un social qui vit, vous avez des parties prenantes, vous avez un management qui est content, pas content, on n'en sait rien, mais il y a toujours une lutte de pouvoir dans le management. Hein. C'est le rôle de l'entreprise, c'est comme ça. Et puis, il y a un historique. Alors, l'historique, c'est est-ce que avant j'ai eu des mises en demeure, est-ce que j'ai eu des prud'hommes, est-ce que j'ai eu des problèmes, par exemple, en industrie sur l'environnement, sur d'autres sujets, est-ce que j'ai eu des problèmes de maladies professionnelles qui font qu'il y a de l'angoisse qui peut être créée et qui sont exacerbées. Et le troisième point de la gestion de crise, après le bouillon de culture et le propre contexte de l'entreprise, c'est le fait générateur, c'est l'allumette. Et donc l'allumette, c'est un comportement, une attitude. Je sais pas, Christophe, tu connais mieux que moi ces questions-là, mais qui sont importantes et qui sont perçues de façon différente par les gens. Bien sûr, enfin là, il y a des cas de cas enfin, qu'on pourrait évoquer, mais là, on risque de voir émerger, par exemple, des comportements qui n'iraient pas dans le sens de la mise en œuvre des gestes barrières. Et là, vous voyez bien tout de suite la problématique que ça a posé, non pas une problématique purement sécuritaire, mais une problématique aussi relationnelle. C'est-à-dire que, voilà, que vont dire les salariés à d'autres qui ne réalisent pas, qui n'opèrent pas ces gestes barrières. Enfin, on risque de voir émerger là, et on commence à voir émerger un certain nombre de tensions. Il y a des comportements, à des attitudes, ou encore un management qui se veut, et ça on en reparlera un peu plus loin, qui se veut fondamentalement rassurant. Alors vous allez me dire, mais c'est vachement bien d'être rassurant. Ouais, mais enfin, essayer de rassurer quelqu'un qui a peur, vous allez voir que c'est hyper compliqué, et ça je le garde pour tout à l'heure, on va en reparler, parce qu'on pense être bienveillant en rassurant, vous verrez qu'on n'est pas toujours bienveillant en rassurant. Voilà. Et le dernier point, c'est l'exigence réglementaire. Il y a certains arrêts qui sont sortis, notamment pour la Poste très récemment, où il est demandé d'avoir des gestes de prévention et de le prouver. Donc, on le verra ça tout de suite. Donc, on a vu un petit peu le pourquoi, qui est le bouillon de culture, le contexte et le fait générateur. Moi, j'ai toujours révolté, mais de façon intérieure aussi quelquefois, c'est que quand on dit, mais non, moi, mon entreprise, moi, j'ai pas de problème, mais, j'ai un climat social magnifique, je m'entends avec tout le monde, mais bon, l'inspection du travail, il vient souvent quand même. Bon, non, en fait, il faut aussi avoir une certaine réalité, c'est qu'on a peut-être raté quelque chose. Il faut faire preuve d'humilité dans ce domaine-là, surtout que chaque situation, chaque comportement a un phénomène d'amplification qui est la prochaine slide. Ok, alors attendez, messieurs. Ouais. Oui. J'ai une des personnes qui a répondu pas du tout d'accord. Super. Elle me dit, pour mon entreprise, en fait, cette crise nous a montré que nos salariés étaient solidaires de notre entreprise et qu'ils faisaient confiance à l'employeur pour faire le maximum pour les protéger. Nous étions déjà à l'écoute les uns des autres et nous avons renforcé cela avec cette crise. En revanche, en effet, si elle avait dû répondre d'un point de vue généraliste face à la population, bien évidemment que cette crise, selon elle, serait un séisme dans tous les domaines. Elle aurait répondu ça. Moi, ce que j'aime bien la phrase du monsieur, c'est que c'est vrai que toute crise est opportunité de montrer qu'on a un bon leadership. C'est que cette personne a vraiment réussi quelque chose d'important. C'est-à-dire, c'est redonner confiance et rendre l'autre intelligent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de le voir. C'est dire, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Ou il y a la façon de dire, bah voilà, j'ai pris telle mesure, qu'est-ce que tu en penses? J'étais associé à cette décision et on y va tous ensemble. Donc, peut-être que cette personne est dans ce cadre-là et qui a renforcé forcément son entreprise parce que si vous dépassez une crise et vous avez l'opportunité de la dépasser et que vous êtes d'autant plus fort après, donc c'est vraiment magnifique pour lui, je le félicite. Okay. Moi, je voudrais juste rajouter un truc, c'est que, en fait, nous, on parle d'un effet d'amplification. Et c'est super intéressant ce qui nous a été décrit là, parce que ça veut dire que l'amplification, elle peut aller vers le moins comme elle peut aller vers le plus. C'est-à-dire que si le climat, il est déjà bon dès le départ, et c'est pas loin d'être ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il sera encore meilleur finalement une fois qu'on aura traversé la crise. Et si le climat, il était déjà pas terrible au début, le contexte, ce qu'on est en train d'évoquer là, ça sera encore pire après. Donc, cet effet d'amplification est, je trouve, extrêmement intéressant et ce témoignage est très structurant par rapport à ça. Ok.
Donc, Gilles, je vais sur le, sur le J'y vais panel sur les sujets humains. Bon, alors évidemment, sur les sujets humains, je vais reparler de cet effet, de ce phénomène d'amplification. Donc, merci de la remarque précédente qui me permet d'introduire le sujet. L'effet d'amplification et aujourd'hui, alors, on commence à avoir des données, hein, même si le recul sur la crise est pas extrêmement important, on commence quand même à avoir des données. Ce qui est évident, et c'est ce sur quoi je voudrais à la fois vous sensibiliser, qu'on puisse en discuter, c'est qu'on a une augmentation générale des niveaux de stress. Bon, je vais pas revenir, mais je vais quand même être obligé de revenir un petit peu sur ce que c'est que le stress et la différence entre le stress ou le surstress. Je vous rappelle quand même très rapidement que le stress est un processus adaptatif qui émerge, qui se déclenche lorsque nous percevons une menace et lorsque, en parallèle, nous avons le sentiment de voir nos capacités à faire face faibles par rapport à la menace que nous percevons. Donc c'est un décalage, c'est un déséquilibre entre la menace que je perçois et les capacités à faire face que je perçois aussi en moi. Donc on est vraiment dans du subjectif. Hein. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut comprendre pourquoi des fois on stresse sans raison, parce que des fois je surévalue la menace, des fois je sous-évalue mes capacités à faire face. Je vous l'ai repris ici sur un schéma très très simple, et je vous parlerai après d'anxiété, de déprime, de burn-out, vous allez avoir des sujets sympathiques. Je vous ai repris ici ce qu'on appelle le schéma de la double évaluation, qui est finalement le modèle qui nous explique comment se déclenche une réaction de stress et surtout quelle valence elle prend. Et vous allez voir que selon la manière que l'on a d'appréhender les choses, on va soit déclencher pas de stress, soit du stress, soit un hyperstress. En fait, ce qui va me permettre de ne pas déclencher de réaction de stress, qui je vous rappelle est quand même une réaction biologique, hein, c'est-à-dire le stress, c'est activation d'un premier dispositif qui va faire que ça libère de l'adrénaline, et puis ensuite on a des noradrénalines, glucocorticoïdes, cortisol, corticostérone. Je rappelle que le stress, ça sert à quoi? C'est à préparer notre organisme à fuir ou à combattre. C'est ça le fondement même du stress. Or, cette réaction va être déclenchée, vous voyez, si je ne perçois pas de menace dans mon environnement, je suis tranquille, je n'ai pas de stress perçu. Tout se complexifie lorsque je perçois une menace dans mon environnement. Là, je vais procéder toujours de manière automatique, non consciente, c'est là où c'est compliqué, hein, et instantanée. Une deuxième perception, est-ce que j'ai le sentiment de disposer des capacités à faire face ou pas? Si je perçois une menace partie gauche et que je perçois une capacité à faire face, je déclenche une réaction de stress. Mais on est presque dans ce que d'aucuns vont appeler le stress positif. C'est ça le fameux bon stress dont on nous parle souvent. J'ai une menace, mais j'ai l'impression de pouvoir faire face à cette menace. Je déclenche quand même une réaction de stress parce qu'elle va me booster, mais voilà, je dirais qu'elle n'est pas délétère, sauf si elle se répète fortement dans le temps. Mais regardez la partie totalement gauche du modèle et vous allez voir l'impact de la situation et du contexte actuel, c'est que si je perçois une menace et qu'en plus j'ai le sentiment d'être dans une incapacité à faire face, c'est là que je vais déclencher une réaction d'hyperstress, d'ailleurs de stress négatif, de stress délétère. En gros, ce qu'on est en train de dire, vous comprenez bien, c'est que la nature même du stress positif, négatif, je ne vous parle pas des conséquences sur notre santé, vous les connaissez comme moi, est liée à la manière qu'on a de percevoir, d'appréhender les choses. Sauf que quand on regarde la première évaluation, je perçois de la menace ou pas. Le fait de percevoir de la menace ou pas, vous imaginez que ce dont on a discuté tout à l'heure, et au final, on était en train de discuter de quoi? On était en train de discuter de l'anxiété. C'est un climat anxiogène est un climat de peur. L'anxiété se caractérise par une surévaluation du danger. En gros, je suis anxieux quand je surévalue une menace perçue. C'est pour ça d'ailleurs que les anxieux sont plus en surstress que les non-anxieux, tout simplement parce que voilà, eux, ils perçoivent plus de menaces. Ne croyez-vous pas, je reprends ce que disait Gilles, que quand on regarde pendant 10 heures par jour BFM Télé ou LCI, peu importe, hein, j'ai pas d'action ni dans l'une ni dans l'autre, on est à un niveau d'anxiété générale qui se développe, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Je veux dire, on nous a abreuvé d'informations super anxiogène, alors qui avait peut-être raison d'être, c'est pas le problème, mais tout ça pour dire qu'on a un climat aujourd'hui d'anxiété, on est tout à fait capable de le mesurer. Juste une petite donnée épidémiologique hors contexte, l'anxiété aujourd'hui c'est 20% de la population générale, c'est-à-dire nous avons en France 20% de la population générale en situation hors contexte qui souffre de troubles anxieux. Je vous laisse imaginer les données épidémiologiques qu'on va avoir d'ici 2-3 mois, hein, quand on va commencer à regarder dans le rétroviseur la période qu'on va passer. Moi, je vous fais une hypothèse, c'est qu'on va monter à 30, 35, 40% de troubles anxieux en population générale. Pourquoi c'est important? Parce que si je reviens sur le petit modèle, comprenez bien que si je suis anxieux, je suis sur la partie gauche, donc déjà j'ai beaucoup plus de chances d'être en surstress. Comme nous sommes dans un climat anxieux, de fait, anxiogène, de fait, on va augmenter la menace perçue. Et puis, si je parle ensuite de la capacité ou de l'incapacité à faire face, on est là très clairement sur la notion de dépression, de déprime, de sentiment de ne pas contrôler ce qui nous arrive. Or, comme aujourd'hui on est face à l'inconnu,
hein. Et ce Covid, c'est vraiment l'inconnu. On n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin. Quand est-ce que ça va arriver? Forcément, vous comprenez bien que en termes de perception de nos capacités d'action, eh ben, elles sont profondément réduites. Alors, fort heureusement, on a maintenant des gestes de barrière, on a enfin des masques, on a enfin des éléments de protection qui maximisent un peu nos capacités à faire face, mais elles restent faibles. Bref, le sens de mon propos est de vous dire que de manière quasi mécanique et automatique, on constate aujourd'hui une élévation de cet hyperstress et de fait de toutes les conséquences qui y sont associées. Et je vous ai repris ici quelques-unes des conséquences. Alors c'est terrible ce que je vais vous dire parce que, en gros, je vais vous dire, plus je suis anxieux, plus j'ai de chances d'être stressé. Et puis maintenant, je vais vous dire, plus je suis stressé, plus j'ai de chances d'être anxieux. Alors désolé, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est ce qu'on appelle des réseaux de causalité circulaire, qui sont un phénomène hyper fréquent, qui représente un phénomène hyper fréquent dans toute la thématique de risques psychosociaux. Les causes deviennent les conséquences deviennent des causes, les causes sont des conséquences, tout ça s'auto-alimente, c'est très compliqué. On va voir émerger, on le voit déjà, et ça, l'isolement nous a pas aidé, la période de confinement, ceux qui étaient déjà un peu déprimés, je peux vous dire que voilà, dans nos cabinets, là, ça commence à bouchonner dur, même si heureusement on a pu suivre à distance un certain nombre de patients, mais des cas de dépression, ça commence à être assez important. Des phénomènes de burn-out. Alors là, il faut que je vous en dise quand même deux mots parce que là, on voit une recrudescence extrêmement importante du burn-out. Et alors, ça peut paraître surprenant, notamment sur toutes les personnes qui ont énormément télétravaillé. Le télétravail aujourd'hui se révèle être un très puissant facteur de burn-out. Alors, c'est très intéressant à analyser sur le plan global parce que on avait d'un côté depuis des années des dirigeants qui étaient assez frileux finalement sur le télétravail, disant ouais, mais on a un peu peur que les gens bossent pas trop de chez eux, et on se rend compte de quoi? Qu'en fait les gens bossent plus encore en télétravail qu'en présentiel, quasiment en moyenne. Et on voit aujourd'hui des phénomènes de burn-out émerger de manière assez forte sur des populations qui ont été longuement en télétravail, notamment avec des problématiques cognitives extrêmement importantes, c'est-à-dire passer la journée en visio, mais je pense que tout le monde là autour de cet écran l'a fait, c'est épuisant, et c'est encore plus épuisant que le présentiel. Ne quittez pas le webinaire. Pardon, ne quittez pas le webinaire, c'est important par contre. Mais le fait d'être en interaction en fait via l'écran est épuisant pour notre cerveau. Voilà, cérébralement c'est épuisant parce qu'il y a un paquet d'informations non verbales qu'on n'arrive pas à traiter et notre cerveau est un peu perturbé. Nous on en arrive à une conclusion très simple aujourd'hui. 2 heures de télétravail intense, notamment en visio, correspond à 3 heures en présentiel parce que on n'a pas tout l'informel, on n'a pas tous les temps de micro-pause. Nous, on a suivi des gens qui n'avaient même pas le temps d'aller se faire un café, d'aller aux toilettes. Enfin, il faut voir, voilà, et qui faisaient 10 heures de visio par jour. Ça dépasse nos capacités humaines. Voilà, là, à un moment, il va falloir qu'on se le dise clairement. 10 heures de visio, voilà, il faut stopper ça net. Pourquoi? Parce que sinon, on risque le burn-out. Et voilà, là, en termes de durabilité, Amandine, comme vous l'évoquiez dans votre introduction, voilà, en termes de durée, si la moitié de mes salariés sont en burn-out, je ne sais pas si je vais gagner grand-chose à la fin en termes d'efficacité et de performance, bien entendu. Donc, attention. L'isolement, très lié aussi à ce contexte qu'on vient de vivre, notamment de confinement. Des gens se sont retrouvés très isolés avec des tas de problématiques de manque de soutien social. Et puis, allez, je ne vais pas aller sur les tensions relationnelles, les conflits, mais quoique, là, on a un vrai sujet parce que entre ceux qui ont été confinés, ceux qui n'ont pas été confinés parce qu'il fallait continuer à bosser, parce qu'il y avait je sais pas, de la maintenance à faire, des activités à maintenir. Attention à la résurgence de petits conflits. En gros, je vous la fais courte et un peu caricaturale. Il y avait les planqués et puis il y avait ceux qui n'étaient pas planqués. Et là, on commence à voir aussi des zones de tension entre certaines catégories de personnel, ceux qui ont en gros été au front, d'accord, et puis ceux qui étaient un petit peu en retrait, en télétravail. Là aussi, on peut voir. Soyez vigilants par rapport à ça. Et puis, au bout du bout, je voudrais juste terminer rapidement pour parler de démotivation et de désengagement. On a un vrai risque. Déjà en France, je dirais qu'on n'est pas les champions du monde de la motivation pour des tas de raisons qu'on ne va pas évoquer ici. Mais le contexte qu'on vient de vivre et compte tenu de tout ce qu'on s'est dit, des impacts psychologiques, tout cela est en train de démontrer un retentissement assez important sur l'aspect motivationnel ou l'aspect de désengagement. Encore une fois, soyez assez rassurés, et je suis content du 7% et surtout de l'explication de la réponse pas du tout d'accord qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire que si ça allait déjà bien, potentiellement ça va aller encore mieux. Par contre, effectivement, si j'avais un bouillon de culture, comme tu le dis Gilles, qui était déjà un petit peu compliqué, il va falloir être très très vigilant et c'est ce qu'on va peut-être aborder maintenant. Et donc, sur cet aspect management, en fait, on considère qu'il y a des phénomènes d'amplification et qui ont forcément des chambres de résonance. Et là, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect collectif qui peut rentrer en jeu avec des organisations syndicales sur lesquelles qui vont faire monter un certain nombre d'informations et de revendications avec des conflits collectifs qui peuvent arriver et qu'on ne voit pas arriver parce que voilà, il y a une colère et elle ne s'exprime pas forcément et les canaux peuvent être très conflictuels.
Et puis, il y a aussi un aspect individuel. C'est-à-dire que même monsieur ou madame, parce que je ne sais pas, 7%, peut-être que, d'ailleurs, tu le dis, mais peut-être que ces cadres ou ces collaborateurs, eh ben, ils sont peut-être pas loin du burn-out parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils se sont beaucoup engagés, leurs conditions de travail ont changé. C'était aussi une crise où on a été très pragmatiques les uns et les autres. Et ce pragmatisme, des fois, ben, quand on fait 10 heures de visioconférence, on voit très bien que ce n'est pas bon pour la santé, la sécurité et le maintien. Donc, on a bien un phénomène d'amplification et des chambres de résonance qui arrivent avec les questions d'harcèlement moral aussi qui peuvent se poser. Hein. Le télétravail peut, dans certains cas, il y a certains arrêts qui indiquent que le harcèlement peut être issu du télétravail dans le sens de l'isolement. Donc, quelqu'un qui est mis au placard, ben là, il est mis en télétravail chez lui au placard. Ça, c'est des questions qui peuvent arriver. Donc, il faut être extrêmement prudent sur ces questions et on a bien un phénomène d'amplification humain et bien des chambres de résonance sur ces sujets-là. Là, je crois qu'on a un deuxième sondage, Charlène, et parce que après on a considéré, voilà, on a un deuxième sondage parce qu'on a considéré aussi qu'il fallait mettre en valeur tout l'aspect réglementaire, parce qu'on a bien vu que je vais me permettre de vous préciser qu'il est 15h34, donc l'heure tourne assez rapidement. Et je lance ce deuxième sondage qui est: pensez-vous être conforme à la réglementation sur la prévention? Non, pas du tout. Plutôt non, plutôt oui. Oui, tout à fait. Nous vous laissons voter. Et puis, pendant ce temps, j'en profite pour partager avec vous des petites remarques ou commentaires dans le chat. Des questions, c'est surtout des commentaires. Petit clin d'œil de Pascal qui nous dit: l'un des signes distinctifs de l'hyperstress ne serait-il pas de toucher sans arrêt ses lunettes? Avec un petit smile. C'est excellent. Oh, c'est excellent. Voilà, je trouve drôle de vous le partager. Ah ouais, c'est top. Et puis Pascal nous dit également: motivation égale motif plus action. Que viennent-ils chercher dans leur job et comment nourrir ce besoin? On est d'accord. Ouais, ok, très intéressant. Allez, je termine le sondage, je le clôture, je ferme et je partage les résultats. Je vous laisse les commenter, messieurs. Ok, oui. Gilles. Ce qui est surprenant, c'est que tout le monde se considère conforme à la réglementation sur la prévention. Donc ça, c'est très, très étonnant parce que dans ce cas-là, il n'y aurait plus de juges, plus d'arrêts et plus de difficultés. Plutôt oui à 86%, c'est parce qu'on a le sentiment, on dit tiens ça va, on est bien encadré. Pourtant, là on vient de voir un certain nombre d'arrêts, notamment pour Amazon, Renault, Carrefour, La Poste, qui en termes de prévention ont été condamnés par le juge des référés, c'est-à-dire c'est le juge de l'évidence comme quoi ils n'avaient pas rempli leur obligation de prévention. Donc je pense qu'il y a un sujet et qu'on n'est pas forcément conscient du sujet et c'est intéressant de voir qu'on n'est pas forcément conscient du sujet sur la réglementation liée à la prévention sur la santé et sécurité des personnes. Ok, allez, je masque le sondage et je vous laisse poursuivre. On va vite, voilà. Et donc là, on a voulu donner aussi un peu des clés d'action dans les points de vigilance. Donc pour nous, il y a des enjeux, il y a des risques, et tout ça a une conséquence et ça s'articule avec la réglementation pour bien le faire. Et je parlerai un peu de nouveaux paradigmes de la réglementation sur ces sujets et comment des grands groupes qui sont bien conseillés par des bons avocats, par des bons consultants, eux-mêmes se sont trompés et ont été condamnés par le juge des référés. Donc, on peut passer. Donc, nous, les enjeux, c'est assez rapide. Ça marche. On voit le diapo ou pas? Donc là, en fait, pour nous, les enjeux, avec Christophe, on en parle souvent, on intervient souvent, c'est qu'on ne peut pas séparer les enjeux humains, on l'a vu, des enjeux réglementaires et des enjeux de réputation. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être un jour conforme à la réglementation et être dans un outrage et avoir des enjeux de réputation. Et inversement, la première cause d'une atteinte à une réputation est une non-conformité réglementaire. Donc la réglementation, c'est un objet très important à l'intérieur et on voit bien que chacun, l'un par rapport à l'autre, est lié. Et donc ça amène un certain nombre de risques. Il faudrait qu'il touche les lunettes pour qu'il puisse, voilà. Ouais, hop, là, je touche les lunettes. Voilà, c'est le bip. Voilà. Donc, il y a des risques de management. Christophe en a parlé tout à l'heure. Il peut revenir. Donc, ça, ce sont les risques humains, qui sont des risques liés à l'absentéisme.
Très clairement, si je peux me permettre, Gilles, on est sur une problématique de risques psychosociaux. En fait, comprenez bien que tout ce qu'on vous dit depuis le début, c'est que le vrai sujet, c'est l'amplification, l'augmentation de ces fameux risques psychosociaux. Alors aussi bien, on en a parlé, le burn-out, le désengagement, mais tout ça pourra avoir un impact sur l'absentéisme, sur l'efficacité, sur la performance, sur les AT, accident du travail, maladie professionnelle. Enfin, voilà, on a un vrai risque en termes de RPS, et vous allez voir, on va le reprendre tout à l'heure sur le réglementaire, parce que c'est là qu'il y a, de notre point de vue, un vrai enjeu, quoi. Et donc, le risque réglementaire, eh ben, on a vu que ben, ce soit Amazon ou d'autres, eh ben, ils ont dû fermer. Ou Renault n'a pas pu réouvrir ses usines. Donc, c'est déjà ça, c'est un risque qui est quand même pas neutre. Il y a certains ateliers aussi qui ont été fermés. Et c'est là aussi qu'on va toucher la mise en cause et la responsabilité civile et pénale si une maladie Covid se déclenche à l'intérieur de sa propre usine. Donc ça, c'est compliqué. Il y a des droits de retrait, des droits d'alerte. Donc on a bien des risques réglementaires qui sont très forts. Il ne faut pas les sous-estimer. Et puis moi, je suis toujours un peu révolté là-dessus, mais il faut aussi se dire, ben, c'est pas grave, je m'en occuperai après. Non, on va voir qu'il faut s'en occuper tout de suite, avant, et que c'est pas si compliqué que ça de s'en occuper et de le faire. Et après, vous avez un risque vis-à-vis des parties prenantes. Ben, quand vous avez un risque comme ça, un droit de retrait, et puis l'inspection du travail arrive sur une mise en demeure parce qu'il y a un problème de distanciation, parce qu'on a oublié de consulter les IRP, parce qu'on n'a pas rempli le document unique, eh ben, il y a un enclenchement qui se fait, un effet papillon qui est plutôt dommageable. Et là, il faut vraiment prendre le sujet dans son ampleur et la façon la plus forte possible. Alors, on a un commentaire de Guy là dans le chat qui nous dit, mais finalement, comment respecter la réglementation quand elle change aussi souvent et nourrit beaucoup de zones de flou? Alors, en fait, moi, je suis plutôt favorable que la réglementation, elle change, certes, elle peut être compliquée, certes, mais elle repose toujours sur des grands principes. C'est-à-dire que quand on maîtrise les grands principes de la réglementation, en général, on s'en sort toujours. Et surtout le droit social. C'est-à-dire que le droit social est un droit très pragmatique, un droit, ce qu'on appelle un droit jurisprudentiel, mais qui se fonde sur des grands principes. Et un des grands principes, en l'occurrence sur le Covid-19, c'est la prévention. Alors, pardon de parler d'un article de droit du Code du travail qui s'appelle l'article 41, 21, 1, 2, qui est de dire au début, on disait, ben, monsieur, vous avez une obligation de résultat sur la santé et sécurité de vos collaborateurs. Ça veut dire que s'il y avait un accident, une maladie, n'importe quelle action, la responsabilité civile, pénale, prud'homale, ce que vous voulez comme responsabilité de l'employeur est automatique. Voilà. Ça, c'était la loi avant. Il y a eu un certain nombre d'arrêts qui ont dit non. Et là, c'est un grand principe de droit, c'est un principe général, qui est de dire non, si vous avez fait des actions de prévention, votre responsabilité peut être exonérée ou diminuée. Donc, en fait, le grand principe de droit à l'intérieur, c'est vraiment de dire, vous avez mis en place des outils de prévention pour que l'acte, l'accident, la maladie n'arrive pas. Voilà. C'est ce qu'on appelle maintenant, certains appellent ça la conformité dynamique. Donc ça, c'est un nouveau concept qui vient de sortir. C'est magnifique comme mot. Mais c'est vraiment le dire, mettez des outils en place avant, faites de la prévention, et après, votre responsabilité ne sera pas engagée. Et ça implique aussi une autre chose derrière, ce qu'on appelle le raisonnement à contrario, on va dire du juriste qui adore ça. C'est-à-dire que si vous n'avez rien fait en prévention, vous n'avez pas mis les outils en place, et que vous avez un accident qui est approuvé, dans le sens il faut prouver l'accident, ou s'il y a eu un problème, ou s'il y a eu un malaise dans votre établissement, si les outils de prévention ne sont pas là, eh bien, votre responsabilité est quasiment engagée. C'est le cas, on retrouve ça dans le harcèlement moral. Dans le sens, moi j'ai été harcelé. Ben, le juge il va dire, monsieur, très bien, l'employeur, vous avez mis quel outil de prévention pour éviter le harcèlement? Ben rien. Bon, ben, c'est qu'il est harcelé alors. On est un peu dans un raisonnement incroyable, mais le juge juge au fait sur ces questions-là, sujet par sujet, cas par cas, et donc la charge de la preuve de montrer les outils de prévention appartient à l'employeur. Donc en fait, ce qu'on vous demande tout simplement, c'est de mettre en place ces outils pour éviter que votre responsabilité soit engagée. C'est ça le sens des arrêts Amazon et des autres pour le faire. Et on appelle ça l'obligation de moyens renforcée. Il y avait l'obligation de moyens, c'est j'ai fait les outils, je suis conforme. Il y avait l'obligation de résultat et maintenant on a l'obligation de moyens renforcée qui est la mise en place d'outils de prévention pour éviter que l'accident, la maladie, l'action se soit réalisée.
Alors, Gilles, dans le prolongement de ce que vous dites, on a une question là de Patrick qui nous dit, mais dans le cas du Covid, comment démontrer que le lieu de travail n'est pas la source de la contamination, malgré les précautions mises en œuvre? Eh ben, le risque que vous avez, très clairement, c'est que si quelqu'un contracte le Covid-19, que ce soit dans vos lieux de travail ou que ce soit pour venir au bureau ou dans sa famille, si vous n'avez pas mis les outils de prévention derrière, il y a une présomption comme quoi c'est vous qui êtes responsable de cela, parce que vous n'avez pas mis les outils de prévention. Voilà. C'est très pragmatique quelque part. C'est-à-dire que vous, en tant qu'employeur, votre responsabilité, c'est que les gens n'aient pas ce sujet-là. Si vous avez bien mis en place les outils de distanciation, de gel hydroalcoolique, de règlement intérieur, savoir comment on fonctionne, de risques psychosociaux, on va le voir, et ben vous pourrez dire non, c'est pas chez moi parce que moi j'ai mis mes outils de prévention, j'ai pas de problème. Si vous l'avez pas fait, vous prenez le risque de dire que c'est vous qui l'avez fait. C'est très pragmatique, c'est une réponse très claire, j'espère pour vous. Ok. Il est 15h43, messieurs, simplement. Voilà, on a bientôt fini. Ah, Alors, est-ce que on est parfait. vous considérez ça comme la bureaucratie? Et donc, en fait, ce qu'on appelle, c'est le nouveau droit, parce qu'on le voit aussi pour l'anticorruption, on le voit pour plein d'autres sujets, c'est ce qu'on appelle la compliance. Et là, une phrase qui est très importante, c'est la qualité des procédures qui a autant d'importance que la gestion du risque lui-même. C'est vos outils, ce que vous avez mis avant, qui vont être jugés, peu importe si vous avez eu le sujet ou pas le sujet. C'est cette qualité-là. On peut passer. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un petit sondage là? Oui, il y en a. Ah, allez, un petit troisième sondage, le dernier. Le dernier. Est-ce que la prise en compte de la prévention est de la bureaucratie selon vous? Non, pas du tout. Plutôt non, plutôt oui. Oui, tout à fait. On vous laisse répondre. Pour ceux qui m'ont dit tout à l'heure dans le chat qu'ils n'arrivaient pas à cliquer, soit il faut vous mettre en mode plein écran, agrandir la fenêtre ou sortir du mode plein écran, l'un des deux. Ça devrait fonctionner. A priori, vous êtes 60% à dire plutôt non. Okay. Ou non, pas du tout. Okay. Allez, je ferme pour vous laisser avancer peut-être. Ouais, voilà. Intéressant. Gilles, un commentaire peut-être sur les résultats? Moi, je trouve que j'aime bien les gens qui sont raisonnables et qui prennent en compte les sujets, et je pense que c'est important de considérer que c'est pas de la bureaucratie et que c'est des choses très pratiques qui peuvent être mises en place. Et souvent, le problème qu'on a, souvent les personnes qui disent, mais non, mais c'est la faute des syndicats, l'inspection du travail n'est pas gentille, c'est de la bureaucratie, c'est du process, moi j'ai fait le boulot. Non, maintenant ce qu'on vous demande, c'est de vérifier que le boulot est bien fait. Et vous, en tant que manager, c'est intéressant parce que ça veut dire aussi à vos équipes de bien vérifier l'application des choses que vous avez inscrites à l'intérieur. OK? Donc, piste d'action managériale. Ouais. Tu y vas, Gilles, ou j'y vais? Vas-y, je t'en prie. OK. Alors, on va peut-être commencer sur le à éviter. Alors, à éviter, ce qui nous apparaît, mais c'est cohérent par rapport à tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent. C'est, vous l'aurez compris, l'immobilisme et le déni. Surtout pas être dans le déni par rapport à la situation. Il est clair aujourd'hui qu'il faut avoir conscience de ces problématiques, conscience de cette augmentation, comme je l'ai dit, du risque psychosocial un peu ambiant. Donc voilà, surtout pas être dans le déni. Le pire, ce serait de considérer que rien ne puisse nous arriver. Donc voilà, surtout pas dans le déni et surtout pas dans l'immobilisme. Alors, vous allez dire, oui, mais des fois, on n'est pas dans le mouvement parce qu'on ne sait pas vers où aller, et c'est un petit peu le sens des questions qu'il y avait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On ne sait pas trop. En tout cas, réfléchissez, mais restez pas figé. Ce qui est un problème de la peur. Hein. Je vous rappelle que la peur, je peux courir dans tous les sens pour éviter le danger, mais quand j'ai peur, je peux être pétrifié. Je peux être pétrifié par la peur. C'est dire, mais en quoi c'est adaptatif? Parce qu'en règle générale, les émotions nous permettent de nous adapter. Mais je vous rappelle que certaines espèces, c'est super utile d'être pétrifié face à un prédateur qui va arrêter de vous chasser à partir du moment où vous ne bougez plus. Donc, le fait qu'on soit pétrifié quand on ait peur est une vraie réponse adaptative dans certains contextes. Sauf qu'on ne le maîtrise pas. Parfois, je vais courir dans tous les sens et parfois, je vais être totalement pétrifié. Je vais parler de vouloir rassurer, et je te laisserai, Gilles, sur l'articulation entre services peut-être, mais voilà, vouloir rassurer à tout prix, mais ça, à la limite, je vous en dis juste 2 mots maintenant et je le reprendrai en conclusion. C'est totalement impossible. Mettez-vous à la place de celui qui est inquiet, mettez-vous à la place de celui qui a peur. Croyez-vous que si je vous dis n'aie pas peur ou ne t'inquiète pas, ça réduit votre inquiétude, sincèrement.
Non, et je vous en reparle juste après. Pourquoi? Parce que cette attitude est une attitude, alors désolé pour notre jargon de psy, mais je suis psy en même temps, est une attitude profondément antipathique. Et l'antipathie ne permet absolument pas d'aider les personnes à faire face. Ne permet absolument. En fait, l'antipathie ne rassure pas, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est assez curieux parce que plein de fois on estime être bienveillant. Hein, quand quelqu'un vient nous voir parce qu'il est tout inquiet, que ce soit en milieu professionnel ou pas, mais t'inquiète pas, ça va aller. Mais si tu vas y réussir, alors ça c'est génial, voilà, la grande phrase. Mais si tu vas y parvenir, si la personne vous dit qu'elle est inquiète parce qu'elle pense qu'elle va pas y parvenir, le fait de lui dire mais si tu vas y parvenir, en fait, ne l'aide pas tellement. Alors on verra qu'est-ce qu'on peut dire à la place, mais vouloir rassurer à tout prix peut vous décrédibiliser et sincèrement n'aide pas l'autre. J'aime bien prendre cet exemple qui je trouve est le plus puissant. Croyez-vous réellement qu'un psy va soigner un phobique de cette manière-là? Croyez-vous qu'un agoraphobique, j'ai juste à lui dire non, n'aie pas peur de la foule pour que ça y est, son agoraphobie soit réglée? Évidemment que non, mais ça, vous le saviez déjà. Donc ça veut dire vouloir rassurer à tout prix, même si on est dans une démarche bienveillante et très altruiste, en fait, ça fonctionne pas. Alors attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut maximiser la peur de l'autre, évidemment, et pas forcément aller dans son sens, mais on va voir que peut-être qu'il faut adopter une attitude beaucoup plus empathique, et je terminerai juste tout à l'heure par vous parler d'empathie et de bienveillance. Donc très rapidement, parce que le temps tourne, et donc une des choses très importantes, c'est que dans le Covid, ça touche tous les services. Donc c'est aussi un problème collectif qu'elle veut traiter, à la fois dans les services, que ce soit le marketing, les RH ou dans le management, mais aussi à la fois au niveau de la direction et au niveau plus bas, au niveau des collaborateurs. Donc ça, c'est très important d'avoir vraiment le maximum, et ça touche vraiment le maximum de gens, et qu'on s'aperçoit que ce soit bien fait. L'immobilisme et le déni, c'est ce qu'il y a de pire. Et souvent, moi, j'entends, moi, j'ai pas de problème avec les syndicats, mais j'ai tout le temps l'inspection du travail chez moi. Donc, c'est aussi, il faut se poser les bonnes questions. Et ça veut dire qu'on aura peut-être raté quelque chose. Donc, ce qu'il faut renforcer, là, on en parlait tout à l'heure, c'est cette exemplarité. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas exemplaire, si vous n'allez pas sur le terrain, ça pose problème. La bienveillance et l'empathie, on le verra tout à l'heure. Et puis, un point qui me paraissait important, c'est que souvent, quand on est dirigeant, on ne fait pas forcément l'effort de vérifier des faits. Et donc, comme on est dans un objet de rumeur, de peur et des choses comme ça, c'est très important de demander à chaque fois qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu fais. Donc ça, c'est des points très importants de bien vérifier, surtout dans ces périodes-là, et de prendre ce temps-là sur ces sujets-là. Après, il y a la transparence, le sens et la reconnaissance, que Christophe va nous parler tout de suite. La transparence. Passe ton slide. Ouais, et le problème, c'est que la transparence, on n'est pas toujours à l'aise avec, parce que, vous voyez, on vous a mis ne pas avoir peur de dire qu'on sait pas. Je veux dire, on sait pas chercher à combler un vide finalement, en essayant de reconstruire une réalité alors qu'on dispose pas des éléments de connaissance. Il vaut mieux dire à quelqu'un, je sais pas te répondre sur ce point-là, plutôt que de lui inventer une réponse qui apparaîtra de toute manière pas très crédible et légitime. Donc voilà, il y a vraiment une dimension d'humanité forte, hein, au sens humain, dans le fait de dire, mais je sais pas. Alors, on nous a assez dit qu'on ne savait pas, hein, d'ailleurs, pendant cette crise. Donc, voilà, je pense que des grands exemples, on en a. Alors, rapidement, peut-être la bienveillance et l'empathie. Je vous parlerai de sens et de reconnaissance. Je voudrais juste repartager avec vous ce que l'on met réellement derrière l'empathie, puisque nous souffrons d'une confusion générale entre empathie et sympathie. Et moi, quand je demande très souvent, c'est parce qu'au quotidien aux gens de me dire, mais c'est quoi l'empathie? Ils me disent, je suis empathique quand je ressens ce que ressent l'autre. Mais non, en fait, c'est pas de l'empathie, c'est de la sympathie. Si je ressens ce que ressent l'autre, je suis dans de la sympathie. Et la sympathie ne permet pas d'aider l'autre. Hein, imaginez que quelqu'un vient pleurer dans mes bras, mais si je pleure avec lui, alors certes, il va se sentir compris et écouté, c'est indéniable. Par contre, il ne va pas se sentir aidé. Le seul moyen qu'une personne se sente réellement aidée, c'est d'être dans une posture profondément empathique. Et l'empathie est donc définie telle que vous la voyez apparaître ici. C'est notre capacité à percevoir et comprendre les émotions de l'autre sans les ressentir. Bon, sauf que quand on a dit ça, il faudra déjà qu'on sache de quoi on parle. Voilà, les émotions. Est-ce que tout le monde est au clair sur ce que sont les émotions? Alors, heureusement, on a eu ce Pixar, hein, vice-versa, il y a quelques années, qui a permis de diffuser dans le large public un petit peu à tous ce qu'étaient les émotions. Mais moi, je constate tous les jours qu'on a peu de connaissances. Oui. Avancez la slide, on ne la voit pas. On la voit pas? Non. Mais pourquoi? Ça fait comme tout à l'heure? Là, on voit toujours pas. On touche les lunettes. Ouais. Avancez simplement d'une slide, c'est la slide d'après, je pense. Vous n'êtes pas en mode plein écran. C'est incroyable. Là, on y est. Voilà. Ok. Excusez-moi. Bon, je reviens pas sur la définition de l'empathie. C'est très clair. Par contre, comprenez bien quand je vous ai dit tout à l'heure que quand je dis à quelqu'un ne t'inquiète pas, comprenez que je suis antipathique. D'accord? Quelqu'un qui a peur, si je lui dis n'aie pas peur,
je suis dans une posture antipathique. La problématique, comprenez bien, de l'antipathie, c'est que du coup, la personne qui est en face de vous a le sentiment que vous l'avez absolument pas comprise, que vous avez absolument pas appréhendé ce qu'elle ressentait et que vous essayez au contraire de contrecarrer son émotion, ce qui évidemment ne fonctionne pas et ne permet pas d'être dans une bonne relation. Et puis juste, je terminerai encore sur un élément de définition parce que c'est hyper important. La bienveillance, on n'arrête pas d'en parler, mais des fois, on n'en a pas tellement d'échantillons dans notre poche. La bienveillance, je vous le rappelle, mais vous allez voir parce que c'est pas simple en fait. C'est une disposition d'esprit qui incline à la compréhension. Bon, on vient d'en parler, c'est cette notion d'empathie et à l'indulgence envers autrui. Et cette notion d'indulgence, c'est quasiment une notion de notre capacité à pardonner, si vous regardez dans le dictionnaire. Donc, il faut être aussi indulgent. Tout ça pour vous dire que même si nous, on n'a pas peur, même si moi, j'ai pas peur d'un contexte, d'une situation, je dois être en mesure, et c'est là où je serais bienveillant, de comprendre que l'autre, il peut avoir peur. Il a toutes les raisons d'avoir peur. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment aujourd'hui, je pense que nous sommes dans un contexte, sincèrement, où allez, il nous reste plus que cette arme-là de bienveillance empathique, puisque au final, si vous prenez les deux définitions, vous arriverez rapidement à comprendre que on peut les cumuler, on peut faire des combos, comme j'ai l'habitude de dire. Je peux être bienveillant empathique, mais attention, vous pouvez être bienveillant antipathique. Hein. Rappelez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure. Et quand je dis à quelqu'un n'aie pas peur, je suis bienveillant antipathique, donc je l'aide pas. Donc prenons la bienveillance empathique et formons surtout. La conclusion que je vous donnais par rapport à ça, c'est formons aussi nos managers, notre management à développer cette réelle bienveillance empathique qui n'est pas si simple que ça et qui nécessite un certain nombre de dispositions environnementales qui favorisent l'émergence de cette bienveillance. Et donc là, on va parler de la transparence, si tu peux Et oui. passer. Voilà. Donc, du coup, on a des débats d'ailleurs avec Christophe assez passionnants sur est-ce qu'une sanction peut être bienveillante. Donc Oui. là, par exemple, ça peut être intéressant parce qu'on vous demande, et d'ailleurs la compliance vous demande à sanctionner les gens qui ne respectaient pas la règle du jeu de distanciation du Covid-19. Après, vous pouvez relever une faute et faire preuve de justesse, de bienveillance dans la sanction. Ça, c'est des choses qui ne vous empêchent pas, l'un n'empêche pas l'autre et il faut trouver le bon équilibre à l'intérieur. Et donc, quand on dit la transparence, on en parlait tout à l'heure sur le principe de prévention, là on a fini, et bien, en fait, c'est bien ce qu'on appelle le document unique, le DUER, il faut bien qu'il soit mis à jour. Et tous les arrêts qu'on a vus qui sont tombés en référé, c'est parce qu'ils ont oublié de mettre le document unique, ce qu'on appelle le document unique, qui est un document dans lequel on identifie un risque et on met une piste d'action, soit bien à jour. Certains ont été pires, c'est qu'ils dans le document unique, ils ont indiqué qu'ils allaient faire plein de choses, ils ne l'ont pas fait. Alors là, c'est encore pire. Donc là, il faut être très attentif à être dans le document unique, de faire des choses qu'on peut faire et pas faire. La deuxième chose qui arrive, c'est que maintenant, et c'est là que Renault s'est fait fermer son usine ou le dernier La Poste, c'est qu'ils n'avaient pas pris en compte les risques psychosociaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre en compte, mettre en place une enquête. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte les risques psychosociaux. Quand on fait du télétravail et qu'on a une conciliation vie privée, vie professionnelle avec des enfants et qu'on est devant un visioconférence et qu'on réorganise son travail quand on est en présentiel, on est dans une situation de risque psychosocial. Donc ça aussi, faut pas être dans un système et tout le monde doit travailler, tout le monde est engagé, c'est super, c'est magnifique. Non, il y a des risques, il y a des choses qui doivent être prises en compte et c'est partie des principes de prévention. Pardon, Christophe? Oui, non, juste pour préciser pour les personnes qui nous regardent, ce qui peut vous être reproché, c'est justement de ne pas avoir pris en compte ces risques psychosociaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'avec les nouvelles conditions, en fait, ce qu'on vous demande de faire, ce que les autorités vous demandent de faire, c'est de prendre en compte les nouvelles conditions de travail et quel est l'impact de ces nouvelles conditions de travail sur les risques psychosociaux. Hein, et on a bien vu que La Poste, ils se sont fait tacler précisément là-dessus. Donc voilà, si on veut éviter ce type de problème, c'est ça qu'il faut documenter, c'est se dire, quand je mets quelqu'un en télétravail, quels sont les risques émergents liés à ce télétravail, les gestes barrières qui vont pas être faciles à appliquer dans certains contextes, quels sont les risques inhérents à cette modification. En fait, on considère que c'est une modification des conditions de travail, et déjà dans le droit classique du travail, lorsqu'il y a une modification des conditions de travail, il faut refaire une évaluation de l'ensemble des risques dans lesquels on doit aujourd'hui intégrer les risques psychosociaux. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et là, la prise en compte, on ne demande pas une enquête, ça peut être aussi des groupes de travail à différents niveaux. Absolument. Et là, il faut être attentif, c'est que certains demandent une association, je dis avec les CSE, les organisations syndicales. Ce n'est pas le cas de mon association, c'est un échange structuré, tracé, avec les comptes rendus. L'arrêt Amazon a montré que Amazon, oui, on a eu des réunions avec le CSE, le Conseil social et économique, mais on n'a pas les comptes rendus. Donc le juge a été obligé de dire, en fait, on n'avait pas eu. Donc s'il n'y a pas les comptes rendus, tracer
C'est ça qu'on demande en outil de prévention. Après, on demande des outils de communication interne. Donc ça, c'est plutôt simple, mais il faut le faire et il faut les tracer. Et de la formation, sensibilisation sur les risques psychosociaux, notamment parce que la situation économique est compliquée, on est pressé, on veut y aller, on a beaucoup de problèmes. Ben, il faut être, en tant que manager, bien formé là-dessus. Et c'est ça que le juge des référés, le juge de l'évidence, vous allez le saisir quand votre employeur ne vous paie pas. Et vous dites, ben, regardez, j'ai un contrat de travail, j'ai tout ça, il doit me payer. Ah ben oui, c'est évident que je dois vous payer. Ben là, c'est pareil. Ça, le juge, il va regarder si vous avez mis les outils de prévention en place, tracés, échangés avec les IRP et que vous avez bien pris en compte les risques psychosociaux. C'est simplement ça, mais il faut le faire. Il faut passer j'allais dire pas à la moulinette, mais il faut y passer. Et puis, ça vous permettra d'avoir un meilleur risque, un meilleur management sur ces questions-là. En complément, peut-être dans le chat, Pascal nous dit il faut aussi penser à accorder le temps de reprendre le rythme après cette période qui nous a imposé une conception beaucoup plus molle du rapport au temps. Il nous dit, on a dit ou entendu pendant cette période, mais quel jour sommes-nous déjà? On est mercredi, on est… Absolument. Voilà. Absolument. Oui, c'est très juste. C'est très juste. Très, très juste. On est typiquement dans des conditions différentes auxquelles il faut prendre en compte. Et puis, peut-être qu'on est obligé, compte tenu des circonstances, de faire d'autres tâches qu'il faut aussi accepter. Ouais. Et aussi, il faut que ces tâches-là soient bien mises en compte dans le document unique. Ouais. On a une autre question de Patrick qui nous demande, dans le cadre du Covid, si dans une démarche participative, on associe les salariés sur le plan d'action, mais qu'un consensus ne se dégage pas, est-ce qu'on ne s'expose pas à un risque en cas de problème subséquent du fait du plan qui finalement n'a pas été mis en place, ou du plan mis en place? Alors, moi, je pense que c'est une fausse question. C'est-à-dire que consensus, c'est toujours compliqué. Puis surtout, il peut y avoir aussi des gens qui sont contre la direction, contre un manager, ça va être l'occasion pour eux et l'opportunité de régler leur compte. Donc ça, c'est toujours important. L'essentiel, c'est que vous soyez le plus professionnel possible dans cette histoire. C'est-à-dire dire, j'ai consulté et je pense que l'intérêt général, et c'est mon pouvoir de direction, un employeur, lui appartient le pouvoir de direction et de prendre la décision, mais il doit le faire avec justesse, en ayant écouté tout le monde et en ayant dit oui, c'est bien fait. Ce qui est intéressant aussi quand on va consulter le local, c'est qu'on va vite s'apercevoir si les mesures qu'on a mis en place, comme le gel ou quelquefois on a décidé de mettre le masque, ont bien été appliquées. Parce que quelquefois on dit ok, c'est fait, pas de problème, tout le monde dit oui, c'est fait. Ah non, peut-être c'est peut-être pas fait, c'est peut-être pour ça qu'il y a une colère qui s'exprime. Ok. C'est bon? Donc voilà, du coup on a fini et donc on a essayé vraiment de se situer pour vous avec des visions très différentes et de le faire, mais on a essayé d'être le plus opérationnel possible. C'est que, la première chose pour nous, c'est vraiment que vous preniez conscience de la situation. Monsieur 7%, je veux bien lui donner mon numéro de téléphone, discuter avec lui, il a d'autres risques, mais, monsieur ou madame d'ailleurs, voilà. Mais, ou ceux qui étaient à 14, je crois, voilà, c'est toujours très intéressant. Mais en fait, la situation, quand on est manager, on a toujours tendance à regarder un petit bout ou à croire ce qui nous fait plaisir. Il faut être large. En gestion de crise, ce qui est important, c'est d'être très humble sur ce qui arrive, tout ce qu'ils disent, prendre, et puis faire aussi attention à soi-même, parce que souvent, on oublie de faire attention à soi-même. La deuxième chose, c'est vraiment mobiliser son collectif. C'est un moment important, c'est un moment de crise, c'est un moment où le temps est différent, les conditions sont différentes, et le collectif est intéressant. Par contre, il faut le structurer, il ne faut pas faire n'importe quoi, et il ne faut pas donner des armes aussi aux pires ennemis. Il y a des gens qui adorent bloquer la machine pour plein de raisons. Attention, en ayant des réactions trop excessives d'un côté, vous allez créer un excessif de l'autre côté. Le grand exemple de ça, c'est par exemple ce qu'on appelle chez Air France, avec les pilotes Air France, une direction très dure vis-à-vis des pilotes et des pilotes encore plus durs. Donc du coup, à la fin, les deux satellites se séparaient très fortement. Et puis la troisième chose, c'est vraiment démontrer la mise en action. C'est-à-dire que c'est une question de posture et apporter des preuves de ce que vous avez fait. Et là, vous pourrez aborder les choses, vous serez meilleur en management, vous serez meilleur en réglementation. Et là, on voit que le droit, en fin de compte, n'est pas si compliqué que ça. Et vous serez meilleur pour votre entreprise. Christophe? Et il va nous rester à dire merci de nous avoir écoutés pour cette petite heure qui est passée ultra rapidement. Mais c'est toujours sympathique. Il nous reste peut-être quelques minutes, je ne sais pas, Charlène? Non, on est arrivé aux 16h. Alors, il est 16h01, donc clairement, normalement, nous avons terminé. Maintenant, il y a des questions dans le chat. Moi, je suis favorable à ce que l'on reste encore en ligne 5 minutes si vous en êtes tous d'accord. Je partage avec vous les commentaires très positifs de nos participants qui nous disent merci pour ce pragmatisme, instant de qualité, bravo et merci. C'était une intervention très enrichissante et très bien menée. Merci Sophia.
Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout bon. Je ne vois pas de nouvelles questions arriver. Merci Amandine, merci messieurs pour cette intervention de qualité. J'ai appris plein de choses de mon côté. Je garde encore la main 2 petites minutes simplement pour vous annoncer les prochains rendez-vous de cette semaine. Je l'ai dit en début de webinaire, mais tout le monde n'était pas forcément encore connecté. Je vous donne rendez-vous demain à 13h30 pour un webinaire sur le développement commercial, comment être efficace dans la recherche de nouveaux clients. En ce moment, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et puis, je vous donne rendez-vous aussi vendredi, toujours à 13h30, pour comment s'adapter aux nouvelles tendances de consommation révélées par la crise du Covid-19. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Merci à tous. Merci à tous. Au plaisir. Au revoir.